Bonjour et bienvenue dans le sommet Chemin de liberté, marcher vers soi et les autres. Un sommet qui est un chemin énergétique, un chemin transformateur en compagnie de conférenciers, conférencières qui ont choisi de partager leur propre chemin, leur propre voie pour, pour ouvrir et pour participer à l'expansion du monde. Donc, je suis Hélène Durand, je suis accompagnatrice en montagne et professeure de yoga et j'accompagne des femmes et des hommes à reconnecter avec leur propre énergie, avec leur propre être profond à travers la marche et le yoga. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir Pauline Wald. Donc, Pauline, qui est aussi une grande marcheuse et qui, à 30 ans, a décidé de quitter sa vie parisienne et de partir marcher sur les chemins de Saint-Jacques. Et elle en a fait un magnifique film et également un livre. Et aujourd'hui, elle est là pour nous partager les 6 enseignements qu'elle a eus en marchant sur le chemin de Saint-Jacques. Donc, Pauline, je te souhaite la bienvenue. Je suis vraiment ravie de t'accueillir. Et je te laisse peut-être compléter ma présentation. Merci beaucoup, Hélène. Je suis ravie d'être là, moi aussi. Voilà, je pense que tu as dit beaucoup de choses. J'ai quitté mon travail dans le secteur bancaire pour marcher. Et au-delà du film et du livre, j'ai aussi repris des études de psychologie. Et là, voilà, je me suis aussi formée à la psychothérapie. Et c'est aussi une de mes casquettes. Voilà, si je dois compléter, j'ai envie de dire ça. Mais pour moi, tout est lié parce que finalement, quand j'ai marché sur le chemin de Compostelle, pour moi, ce n'était pas un challenge sportif, c'était vraiment un chemin intérieur pour me reconnecter aussi à moi. Comme toi, j'ai cette intention, moi j'avais cette intention déjà de me reconnecter à moi-même et ensuite de pouvoir partager en fait ça et transmettre en fait ce qui moi m'a fait du bien. Et c'est ce que j'essaye de faire avec aussi cette casquette de thérapeute quand j'en ai l'occasion. Et c'est ce que je fais dans mon livre et dans mon film, en tout cas, je l'espère. En tout cas, je pense que ce sommet aussi permet ça, en fait, c'est de s'inspirer mutuellement. Et je pense qu'on a besoin de s'inspirer les uns et les unes les autres parce que c'est ce qui permet d'avancer sur son chemin. On a besoin de rappel. Voilà ce que j'ai envie de grandir aussi, ouais. Donc, tu as marché pendant 4 mois, c'est ça? Et donc, qu'est-ce que ce chemin t'a apporté au fil de ces jours, de ces semaines, de ces mois? Ouais. Du coup, j'ai marché. Moi, je suis partie marcher de Strasbourg parce que c'est la maison où j'avais grandi en Alsace, avec cette envie de ralentir, quoi, parce que j'étais prise dans un engrenage métro-boulot-dodo avec mon travail dans le secteur bancaire. Et vraiment, j'avais l'impression de ne pas avoir du tout de temps pour moi et pour souffler. Et j'avais l'impression de m'être perdue dans une voie qui n'était pas la mienne en choisissant finalement, après une école de commerce, voilà, un travail en finance à Paris. Et je me suis dit, voilà, le chemin de Compostelle, c'est bien parce que je pars d'un point A, je vais à un point B. Et entre-temps, je peux laisser la magie, en fait, faire son effet. Et quand j'ai décidé de partir marcher, moi, ça a vraiment été une décision de me replacer sur mon propre chemin. Après, j'avais beaucoup d'attentes par rapport au chemin de Compostelle. Je pensais que ça allait être plus facile que ça a été. Il y a eu beaucoup de difficultés en chemin, beaucoup de challenges, notamment le fait d'être confrontée à la nature, en fait. Par exemple, je me suis fait attaquer à un moment par des chiens errants, j'entrais dans un village et il y a 2 chiens errants qui aboyaient, qui ont couru droit sur moi. J'ai pas été mordue au final, je suis restée en place parce que voilà, quelqu'un m'avait dit la veille, si tu te fais attaquer, tu restes statique, tu bouges pas. Et ils m'ont pas mordu, mais c'est un exemple en fait pour montrer à quel point ce chemin m'a confrontée à la matérialité. Et il y a eu vraiment des gros challenges, des difficultés. Mais je pense que c'est souvent, voilà, c'est souvent comme ça en fait qu'on peut avoir des enseignements et des prises de conscience. C'est souvent dans des moments parfois qui nous confrontent à notre vulnérabilité. Et c'est vraiment ça que j'ai ressenti en marchant, c'est que j'ai été confrontée à ma vulnérabilité. Mais je pense que
voilà, il y a beaucoup de choses qui en sont sorties que j'ai envie de partager aujourd'hui. Donc voilà, en y réfléchissant, enfin, j'ai pensé à 6 enseignements principaux. Alors, on va commencer par le premier. Donc, le premier, en fait, je l'ai nommé, en fait, le premier enseignement, ça concerne les peurs. Parce qu'en partant marcher seule, on m'a demandé, avant de partir et pendant le chemin, on m'a demandé mais des dizaines et des dizaines de fois, mais tu n'as pas peur de partir marcher seule comme ça, surtout en tant que femme? Donc cette question de la peur est vraiment revenue beaucoup. Et même avant que je parte marcher, il y a beaucoup de gens qui me disaient, tu verras, il y aura des punaises de lit, tu auras des ronfleurs, tu pourras pas... Enfin, et les gens projetaient beaucoup leur peur en fait sur moi. Il y avait aussi beaucoup la peur de l'agression qui revenait, tu vas te faire agresser et tout. Tu risques, prends une bombe lacrymogène avec toi au cas où. Bon, après, je ne dis pas qu'il faut pas prendre une bombe lacrymogène. Moi, il se trouve que j'en avais pas avec moi. Il y en a qui en ont avec elle, et c'est OK. Mais en tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour pouvoir me lancer sur ce chemin, il a fallu que je fasse face en fait à toutes mes peurs, parce que sinon, je ne serais jamais partie. Parce qu'en fait, j'ai aussi quitté mon travail, en fait. Enfin, j'ai quitté un travail que j'exerçais depuis 7 ans. Après, je ne m'épanouissais plus du tout et j'étais en train de frôler le burn-out. Hein. Donc, je ne regrette pas du tout d'être partie. Mais ça aussi, ça a été dur de quitter ce travail-là. Et donc, la première étape pour moi, quand on marche vers soi, c'est vraiment d'identifier ses peurs et vraiment de les regarder en face. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en notant, en fait, mes peurs vraiment sur un papier. C'est cet enseignement-là que j'ai envie de transmettre, c'est le fait d'être honnête avec soi sur ce qui nous retient quand on a envie de se lancer comme ça dans un projet ou même marcher, partir sur une longue marche. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de peurs qui ne m'appartenaient pas. Donc, des peurs que j'avais empruntées à d'autres personnes. Ouais. Comme tu disais, là, les peurs des autres, ce que les autres projetaient sur toi. Ouais. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, j'ai compris. J'ai pris quelques notes pour préparer cette interview. Donc, j'ai des feuilles aussi, voilà, j'avoue. Donc, en termes de peur, une des peurs numéro 1 dont en fait je me suis rendu compte qu'elle ne m'appartenait pas, c'était cette peur de se faire agresser. Alors, je pense que c'est une peur qui est inconsciente, qui est ancrée même dans l'inconscient, surtout en tant que femme. Et moi, au fond de moi, quand je questionnais cette peur, je me rendais compte que je n'avais pas tant peur que ça. Ce n'était pas une peur très ancrée en moi, en tout cas à ce moment-là. L'idée, en fait, c'est d'écrire, par exemple, j'ai peur de marcher seule et de me faire agresser, et de questionner cette peur. Est-ce qu'il y a beaucoup d'agressions sur le chemin de Compostelle, par exemple? Moi, j'avais discuté avec une personne qui tenait une association jacquaire et qui m'avait dit, ça n'arrive jamais, enfin, ça arrive extrêmement rarement. Et en fait, après, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de passer à côté de son projet pour une si faible probabilité que ça arrive, sachant que le risque est partout? Et ce que je dis souvent, c'est que j'avais bien plus peur quand je rentrais d'une soirée à 2 heures du matin dans Paris qu'en étant sur le chemin de Compostelle, en fait, seule dans la nature. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et que j'essaye de continuer à faire. C'est de noter mes peurs, de les questionner. Et moi, les peurs qui m'appartenaient vraiment, il y en avait, hein, il y avait plein de peurs. C'était vraiment cette peur, par exemple, de me sentir complètement perdue, puisque j'avais quitté aussi mon travail d'avant. Et je me disais, mais si tu pars maintenant, tu vas faire quoi en fait de ta vie, quoi? J'avais des angoisses énormes sur mon avenir, tout ça. Et donc, quand je marchais, en fait, il y a des jours où je me levais et je sentais que je marchais le matin, j'arrivais pas à respirer tellement j'étais stressée parce que parfois je pensais en fait à l'après-chemin. Je me disais, mais qu'est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas habiter? Enfin, et j'essayais justement d'attraper cette peur en plein vol et de la noter et surtout, ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand on est dans sa peur et dans son mental et qu'on pense au futur, eh ben, on ne peut pas savoir ce que le chemin va nous apporter après. Et c'est un peu comme la métaphore que j'aime utiliser, que j'utilise dans mon livre.
c'est un peu comme quand on traverse une forêt sombre. En fait, on peut se dire, ah, ouh là là, ça va être sombre, ça va être terrible et tout. Alors qu'en fait, en marchant quelques pas de plus, bah, tu arrives à une clairière et ça s'éclaire. Mais il faut que tu marches, il faut continuer à marcher en fait. Alors que si tu restes dans ta peur, tu es paralysé, tu n'avances pas. Et tu ça, restes dans l'ombre. Ouais. Exactement, exactement. Et ça a été un enseignement du chemin pour moi, quoi. C'est de me rendre compte qu'il y avait à faire quelques pas de plus et que c'est pas en restant dans mon mental de penser au niveau de la peur qu'il allait se passer quoi que ce soit, en fait. Qu'il fallait que je continue à marcher. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je me rappelle aussi aujourd'hui. Alors que voilà, ça, c'était le premier enseignement que j'ai envie de parler. Et ça nous mène du coup au deuxième, qui est vraiment cet enseignement des petits pas dont je parle souvent. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé à marcher de Strasbourg, je ne pensais pas du tout que j'irais au bout, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça me paraissait tellement loin. Et en fait, surtout au début, parce qu'en fait, au début, je marchais seule à travers l'Alsace et la Franche-Comté. C'était assez dur pour moi. J'ai mis du temps à m'habituer en fait à cette marche. Physiquement, je n'étais pas du tout entraînée et j'avais vraiment des douleurs. Et je me disais, mais en fait, je ne vais jamais y arriver, quoi. Autant abandonner tout de suite. Et en fait, ce qui m'a aidée, c'est de me concentrer sur les petits pas quotidiens. Donc, c'est-à-dire se dire, mais finalement, 2000 km, tu divises ça par 100 jours, ça fait 20 km par jour, ça fait 10 km par demi-journée. Et 10 km par demi-journée, ça dépend de sa condition physique, mais c'est quand même assez faisable. Et quand tu commences à diviser par petits bouts, et que chaque jour, tu fais un petit pas de plus, et ben, tu vas vers ton objectif, quel qu'il soit. Et c'est pareil dans n'importe quel projet qu'on peut entreprendre finalement. Ouais. Si on se concentre sur le sommet de la montagne, ben, on est vite découragé, alors que si on se concentre juste sur le pas d'après, on avance vers ça sans même s'en rendre compte. Et ouais. Ça, c'est aussi... En fait, il y a plein de métaphores entre le chemin de Compostelle et le chemin de la vie que j'ai pu repérer. Et ouais, donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je divisais le nombre de kilomètres et je me disais, voilà, aujourd'hui, tu fais ça. Et après, ça peut aussi devenir une obsession de trop penser au nombre de kilomètres. Donc, à un moment, j'ai lâché un peu ça. J'ai réussi à lâcher. Je pense que c'est une obsession qu'on peut avoir un peu au début. Enfin, c'est ce que j'ai ressenti dans ton film. C'est ce que tu traduis un peu dans ton film et ce que tu dis là. C'est-à-dire que c'était une obsession un peu du début. Et au fur et à mesure que le chemin arrive, en fait, finalement, on lâche l'objectif pour plus s'incarner dans l'instant présent et dans le moment et dans chaque pas qu'on est en train de faire. Ouais, exactement. C'est exactement ça. En fait, à un moment, tu lâches même l'idée d'avoir un objectif. Tu marches parce que c'est ce que tu as à faire et tu ne te poses pas de questions et tu es dans le présent. C'est exactement ça. Mais avant d'arriver là, en tout cas pour moi, il y a eu tout un chemin de dépouillement, quoi, de toutes ces pensées, quoi. Et c'est exactement ça. Et ça nous amène à un autre point qui est pour moi l'importance d'écouter son rythme. Donc ça, c'est quelque chose dont je me suis rendu compte physiquement dans mes cellules quand je marchais. Parce que, en fait, tu as des gens qui marchent 10 km, tu en as d'autres c'est 30, tu en as c'est 40, 20. Moi, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas une grande marcheuse. Tout le monde me dit « Waouh, bravo, tu as marché 2000 km ». Mais en fait, c'est même pas important pour moi, les 2000 km. Et très franchement, il y a eu plein de... En fait, moi, le nombre de kilomètres que j'aimais faire, c'était 18, par exemple. Alors que ça paraît rien du tout pour certaines personnes. Beaucoup, ils font 35 ou 40. Et en fait, ce dont je me suis vraiment rendu compte, c'est que quand je me forçais à trop marcher, alors que quand je me forçais, en fait, mon corps réagissait. Donc, je pouvais développer une tendinite ou des ampoules, des maux de dos. Et ça m'est arrivé de me forcer à marcher, par exemple, parce que j'avais fait de belles rencontres et que je suivais un pèlerin qui marchait plus vite que moi. Et souvent, je l'ai payé le prix fort le lendemain en ayant des grosses courbatures.
Et en fait, ça a été une vraie leçon, c'est de se dire, en fait, si tu te forces, tu vas le payer plus tard. Enfin, tu seras forcé de reculer plus tard parce que du coup, on parle souvent des tendinites, des ampoules sur le chemin. Et moi, je crois que si on s'écoute vraiment, on a moins de chances que ça nous tombe dessus. Et à ce propos, du coup, comme j'ai marché, donc j'ai commencé à marcher, voilà, c'était l'été, j'ai vu la nature se transformer en automne. Ça, j'en parle dans mon film aussi. Le fait que la nature, en fait, quand tu regardes, quand tu observes les fleurs, les arbres, tu regardes par exemple un pommier, il ne va pas produire des pommes toute l'année de façon linéaire. Il a des saisons. Donc, il y a un moment où il produit énormément et après, il ne va plus rien produire pendant des mois, parfois des années. Il y a des arbres qui ne produisent rien certaines années. Et il n'y a personne qui lui dit, attention, il faut que tu produises tant. Enfin, et je crois vraiment qu'on s'est coupé un peu de ce rythme biologique qu'on a, parce que je pense qu'en tant qu'être humain, on fait partie de cette nature. Et les lois qui régissent la nature, je pense, sont les lois aussi qui nous régissent, nous, en tant qu'être humain. Et cette course à produire toujours plus, à être vraiment productif, je pense que c'est un piège énorme et dans lequel moi je suis tombée en fait quand je travaillais dans le secteur bancaire parce que j'ai frôlé le burn-out et je pense que clairement c'est parce que je travaillais trop en fait, j'avais des dates limites impossibles à atteindre et après je dis pas qu'il faut rien faire parce que moi je trouve beaucoup de joie dans l'action, quand j'ai réalisé mon film, écrit mon livre, moi, c'est une joie immense de faire ce pourquoi j'ai l'impression d'être faite. Mais c'est vraiment d'écouter, de s'écouter, en fait. C'est ce qui est super difficile. Et aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de mal. Et d'écouter son rythme à soi et de se souvenir qu'en fait, c'est pas un mouvement de je fais quelque chose pour être quelqu'un, c'est je suis avec ma nature, avec qui je suis, et de ça, j'ai une action alignée qui va en découler naturellement. Donc, donc voilà, c'est vraiment... Ouais, c'est respecter son rythme et respecter des rythmes naturels, finalement. Tous les cycles saisonniers, les cycles lunaires, voilà. Effectivement, la nature et nous, on est vraiment régis par ces cycles-là. Ouais, c'est tout à fait ça. Et du coup, voilà, à titre autre exemple sur le chemin, je me suis souvent arrêtée. Notamment à un moment, ça, j'en parle pas du tout dans le film, mais j'en parle dans le livre. Je me suis arrêtée pendant 10 jours dans un gîte qui s'appelle le Chalet du Bonheur, dans un moment où j'avais un début de tendinite et j'ai décidé de... Enfin, j'ai même pas... En fait, j'ai senti que je voulais m'arrêter. J'ai commencé à me dire, mais où est-ce que je pourrais m'arrêter? À ce moment-là, je me disais, mais je vais aller où? J'avais pensé à me prendre à sortir du chemin en fait et d'y retourner après. Et il se trouve que je suis arrivée dans un gîte voilà, dans le Gers qui s'appelle le Chalet du Bonheur et il se trouve que les personnes qui gardaient ce gîte partaient en vacances et j'ai gardé en fait le gîte. Ah, super! C'était énorme. Ouais, génial. Pendant 10 jours. Et il n'y avait pas beaucoup de pèlerins à ce moment-là, donc j'ai aussi eu le temps de me requinquer. Bon, il y en avait quand même, hein. Donc il fallait quand même assurer, mais ça m'a permis de m'arrêter, quoi, surtout de plus marcher. Et je suis partie vraiment requinquer. Donc ça aussi, ouais, je trouve ça intéressant que tu dises ça parce que j'ai quand même effectivement souvent entendu des gens qui sont, enfin des gens sur le chemin de Saint-Jacques qui disent faut pas s'arrêter parce qu'après tu repars plus. Et moi, je trouvais ça, je me disais, ben non, mais si tu as envie, besoin de t'arrêter, pourquoi tu t'arrêterais pas en fait? Et je suis contente que tu vois ce que j'ai en regardant mon film, ça paraît pas, mais je suis contente que tu partages ça parce que je trouve ça vraiment intéressant de se dire, ben, il y a un moment, j'ai envie de m'arrêter et j'ai besoin de m'arrêter, ben, je m'arrête. Ouais, exactement. Et en fait, ce que tu as entendu sur le chemin, moi, je l'ai aussi beaucoup entendu. Ouais. Les pèlerins ne s'arrêtent pas beaucoup. En fait, j'ai été étonnée de ça. Moi, en fait, j'étais une des seules qui faisait des pauses. Parce que ça m'est aussi arrivé, par exemple, d'avoir un coup de cœur pour un gîte et pour la personne qui tient le gîte et de me dire, mais en fait, je reste une nuit de plus ou même 2 nuits de plus. Et je l'aide en cuisine. Et enfin, ça m'est arrivé dans un gîte à la petite lumière, voilà, où c'est un gîte qui est où? Ah là là, je suis un peu fatiguée. C'est pas loin de... Enfin, il y a une abbatiale. Ah oui, c'est Moissac. Et en fait, à ce moment-là,
en fait, j'avais très envie de rester une nuit de plus. Le cours en passait super bien avec Anne et je me suis dit, bah ouais, en fait, je reste et je l'ai aidé à cuisiner. Enfin, c'était... En fait, les pèlerins ne s'arrêtent pas et je trouve qu'on retrouve sur le chemin de Compostelle cette tendance un peu à aller vite aussi, quoi. Et ça m'a marqué. Donc, ouais, non, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette théorie que si on s'arrête, on ne reprend plus le chemin. Tu Enfin, es moi, la en tout cas, preuve vivante de ouais. ça. Bah, c'est ça. Et en fait, moi, ce que je me suis beaucoup dit, c'est que j'ai envie de tracer mon propre chemin, en fait. C'est mon chemin et je ne suis pas une puriste du chemin non plus. Je trouve ça génial qu'il y ait un chemin qui soit tracé, qui permette tout ce que le chemin de Compostelle permet, toutes ces rencontres et tout. Mais voilà, pareil, finir une étape en autostop, moi, ça m'est arrivé. Voilà, j'en parle aussi dans mon livre parce qu'en fait, j'estime que ça fait partie du chemin que tu traces. Et après, voilà, je sais que ça peut choquer des personnes. Mais en tout cas, moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est cette façon-là. Après, quand j'étais en Espagne, j'ai eu un moment de... J'en parle aussi, enfin, j'en parle beaucoup dans mon livre, un moment en fait où j'ai vraiment senti que j'étais aspirée vers Santiago, quoi, vers l'ouest. Et, la joie, j'ai goûté à une joie de marcher hyper importante à un moment quand je me suis retrouvée en Espagne. Je n'arrive toujours pas vraiment à l'expliquer sur le Camino Frances. Et c'était surtout en France où j'ai un peu galéré par moments, j'avoue. Donc voilà, et puis peut-être ça nous amène à... Enfin, moi, ça m'amène naturellement à parler justement du prochain point que j'avais envie d'aborder, qui était, on va dire, le quatrième enseignement du chemin. C'est parce qu'en fait, quand j'ai eu cette proposition au niveau du gîte du Chalet du Bonheur, la façon dont ça s'est déroulé était absolument magique. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'arrivais dans un gîte vraiment très fatiguée ce jour-là. C'était pas loin de Eauze et je voulais vraiment arrêter le chemin et j'avais cette douleur au genou qui se réveillait. Et je me suis effondrée devant une personne qui gardait le gîte en lui disant c'est fini, j'arrête. Et elle m'a dit, je te conseille. En fait, elle m'avait dit, je te conseille pas de quitter le chemin trop tôt et le chemin pourvoit. Le chemin te donnera ce dont tu as besoin. Donc, ce que je disais, je vais aller dans un centre de méditation et je vais revenir ensuite. Et elle me disait, non, mais ne quitte pas le chemin trop vite parce qu'en fait, voilà. Et à ce moment-là, j'ai commencé à visualiser l'endroit dans lequel j'avais envie d'être, en fait. Je me disais, j'ai envie d'être posé quelque part au même endroit pendant longtemps, pendant au moins une semaine. Et je veux qu'il y ait un sentier vers une forêt. J'ai envie de manger sain, des bons légumes. Parce que ça, c'est un autre problème sur le chemin. C'est que c'est pas facile de bien s'alimenter, je trouve. Et du coup, j'avais visualisé ça et je me disais, j'ai envie de bienveillance, de lien et tout. Et en fait, quand je suis arrivée au Chalet du Bonheur, quelqu'un m'avait parlé de ce gîte, en fait. Et au bout de 10 minutes de conversation, en fait, il y avait à ce moment-là la mère d'une des personnes qui tient le gîte avec une amie à elle qui gardait le gîte, mais elle devait retourner en Corrèze dans 3 jours. Et elle cherchait quelqu'un, en fait, pour continuer à garder le gîte parce que les personnes qui le tiennent étaient toujours en vacances. Et au bout de 10 minutes de conversation, une des deux me dit, au fait, est-ce que tu as envie de rester avec nous? Et le lieu correspondait, mais vraiment à ce que j'avais visualisé la veille. Complètement dingue, cette histoire. Et ça, pour moi, j'appelle ça les synchronicités, donc la magie quoi, du chemin. Et donc, pour moi, ça, en fait, c'est vraiment aussi... En fait, quand j'ai marché sur ce chemin, je me sentais extrêmement ouverte en fait aux synchronicités parce que j'avais du temps, parce que j'étais ouverte. Et parfois, dans le quotidien, on ne se rend pas compte de ces hasards qui ne sont pas forcément des hasards. Carl Gustav Jung, il parle de synchronicité en disant c'est des hasards nécessaires, mais qui n'ont rien de fortuit, quoi. Enfin, en gros, c'est sa définition. Et moi, quand je me suis... sur ce chemin, j'ai pu observer des synchronicités énormes. Et en fait, c'est souvent un signe au moment où j'ai envie d'arrêter de marcher. Et en fait, à force d'observer ça, on se rend compte à quel point il y a des liens entre ce qu'on vit, nous, à l'intérieur et le monde qui nous entoure et à quel point on est reliés, quoi. Et ça nécessite une disposition d'esprit, je crois, pour la percevoir, cette magie. Parce qu'elle est partout. Elle n'est pas que sur le chemin, évidemment. Le chemin, il peut nous y rendre réceptifs.
C'est ça qui est beau, en fait. Donc, ouais, donc ça aussi, c'est pour moi un enseignement très fort, en fait. C'est le fait de garder les yeux ouverts sur la magie et de me souvenir qu'elle est là, mais qu'il y a juste à ouvrir les yeux. Et pour ça aussi, parfois, il peut s'agir de s'offrir des temps de pause. Et parce que quand on est dans l'engrenage de son mental, à toujours faire des choses, on ne peut pas vous la voir, en fait. Et voilà, et être aidé aussi. Parce que je Comme crois s'il y que... avait des voiles, en fait, devant qui t'empêchaient de voir des choses que le chemin te révèle, en fait. Les choses sont là de la même façon, mais tu es plus ouvert, plus réceptif, tu as plus de temps. C'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment... Mais je pense que la clé, c'est de lâcher aussi la peur et le contrôle. Et justement, c'est ça qui me mène à ce cinquième enseignement qui était pour moi se laisser transformer par le chemin. Donc, parce qu'en fait, ce que j'ai compris aussi, c'est que quand on cherche à tout contrôler, on peut moins être aidé et on ne peut pas saisir les opportunités que nous présente la vie, le chemin. Et il y a une définition du pèlerin dans le dictionnaire qui dit que voilà, le pèlerin, il va visiter des lieux religieux, etc. Et j'aime pas trop cette définition. Et j'ai entendu parler d'une définition quand je marchais et j'ai compris après de qui ça venait. La définition du pèlerin dont j'ai entendu, dont je parle aussi dans mon film et dans mon livre, c'est le pèlerin est celui qui pèle ses peaux comme on pèle un oignon jusqu'au cœur. Tu parlais de voile, justement, donc c'est ça l'idée. J'ai compris après que ça venait que Patrick Burenstein s'en parlait dans son livre, mais je n'avais pas encore la référence quand je marchais, j'ai lu son livre après. Et en fait, j'adore cette définition, en fait, cette notion de peler ses peaux jusqu'au cœur, parce qu'en fait, les peaux, c'est comme des couches de conditionnement, de croyances, de certitude aussi, parfois. Et en fait, quand on marche, on a cette occasion magnifique qui nous est donnée de se dépouiller. Donc, c'est pas seulement des affaires de son sac à dos, même si ça en fait partie aussi. Ça en fait partie et j'en parle aussi beaucoup. Souvent, et ça, évidemment, ici, bien sûr, le sac à dos, c'est riche d'enseignements parce qu'en fait, on se rend compte à quel point chaque objet pèse sur notre dos et à quel point enlever des objets de son sac à dos, on marche avec énormément plus de légèreté. Et pour moi, c'est une métaphore magnifique parce que quand on est dans son quotidien hors chemin et même sur le chemin, en fait, ce qui pèse, c'est pas seulement les objets matériels, c'est aussi les pensées et les peurs. Et c'est de ça, je pense, dont il est le plus difficile souvent de se dépouiller. Et j'adore cette notion de dépouillement parce qu'à fur et à mesure qu'on se dépouille, c'est là où la magie peut opérer et c'est là où on peut aussi être aidé. Moi, par exemple, dans mon quotidien aujourd'hui, j'essaye d'appliquer tout ça, mais je me rends compte à quel point je fais des allers-retours et je me fais souvent aussi avoir par mon mental. Par exemple, je suis au Portugal en ce moment et ce qui se passe, en fait, c'est que je vais commencer à chercher un nouveau logement parce que je me sens plus trop bien là où je suis. Donc, je vais chercher activement sur les canaux classiques qu'on connaît, Airbnb, etc., en étant stressée parce que je sens qu'il faut que je bouge et je me rends compte que ce qu'on me propose, c'est un peu cher, mais bon, je me dis en même temps, il me faut un lieu, donc je vais réserver. Sauf qu'au moment où je me détends et où je réserve finalement un lieu, c'est là où il y a un lieu magnifique qui m'est proposé à un prix largement inférieur au prix de l'autre. Et où je me rends compte que, en fait, j'allais être aidée. Sauf qu'au moment où je cherche activement et où je vais sur tous les sites de logement, là, je suis dans le stress et dans la peur. Et du coup, ce qui en découle est peut-être moins joyeux et correspond moins, en fait, à... Bon, c'est un exemple de... ce que je crois, c'est si on est ouvert, en fait, au chemin, on reçoit aussi et on peut être transformé par le chemin. Mais ça nécessite de lâcher
cette croyance qu'on est aux commandes, en fait, et qu'on contrôle et qu'il y a autre chose. En fait, il y a autre chose qui agit en nous. Et c'est ça que j'ai aussi envie de transmettre. Et tout ce dont je parle ici, c'est applicable aussi dans son quotidien, finalement. Et moi, c'est ce que j'ai eu envie de faire, d'appliquer dans ma vie. Ça a été après, hein, c'est de rester finalement pèlerine sur le chemin de la vie. Et la dernière chose, le dernier enseignement que j'avais préparé, dont j'avais envie de parler, donc ça a été... bon, en fait, j'ai envie de parler de cette générosité, de cette bienveillance qu'on retrouve sur le chemin de Compostelle. Je pense que c'est propre au chemin de Compostelle, même si on peut le retrouver sur des chemins de randonnée classiques. Mais moi, j'ai été ébahie par ça sur le chemin de Compostelle, le fait que il y ait des bénévoles en fait, qui donnent plusieurs semaines de leur temps chaque année pour garder des gîtes. C'est complètement fou. Il y a des auberges donativo où en fait, il n'y a pas de prix, donc on peut donner ce qu'on veut selon ses moyens. Ça permet à des gens qui n'ont pas d'argent d'y aller. Il y a des gens qui voyagent, qui font tout le chemin de Compostelle sans un centime et qui arrivent. En fait, ils arrivent vraiment au bout. Il y a une entraide énorme sur le chemin. Et moi, j'ai énormément reçu, notamment... je suis partie marcher en été avec mes habits d'été. L'automne et l'hiver arrivaient et je me suis rhabillée totalement sur le chemin en laissant dans des caisses d'objets en fait mes habits d'été et en prenant des habits d'hiver. J'ai eu cette sensation à un moment d'énormément recevoir de partout, quoi. Même on reçoit énormément de bienveillance, c'est rien que ça, c'est énorme. Où il y a une énergie entre les gens. Où on se souhaite bon chemin et il y a vraiment des amitiés qui se créent très facilement. Et en fait, quand on a autant reçu, on a envie de donner. Enfin, moi, c'est ça dont je me suis rendu compte, c'est que j'avais tellement donné par le passé à l'entreprise dans laquelle je travaillais, dans le secteur bancaire, que j'avais... En fait, le chemin m'a permis de me réouvrir à l'envie de donner, en fait, qui était très forte à un moment où je me levais le matin et je me disais, ouais, j'ai envie de partager, de donner, parce qu'en fait, il y a quand on donne quelque chose et que c'est vraiment aligné, il y a cette joie immense qui est là. Et à un moment, et ça, on s'en rend pas compte. Je pense que dans notre société, le fait qu'on ait l'argent, d'ailleurs, l'argent est une très bonne, c'est pas une chose négative en soi, mais du coup, ça biaise un peu le fait que quand on donne quelque chose à quelqu'un, en fait, on reçoit énormément aussi. En fait, voilà, c'est une joie immense bien sûr quand c'est aligné, parce que je parlais d'écouter son rythme juste avant. Et en fait, il s'agit évidemment d'écouter à chaque instant ses besoins et là où on en est. Mais quand je marchais, à la fin, j'étais dans un état où il n'y avait pas de différence pour moi entre qui donnait et qui recevait. Et c'est ça qui est très fort, qui, moi, en tout cas, m'a vraiment marqué. Je ne dis pas que c'est facile et que c'est tout le temps possible dans le quotidien, mais j'ai eu cette sensation, en fait, que ça n'avait pas d'importance qui donnait et qui recevait. Ouais, qui donnait à qui, c'est-à-dire on donne à quelqu'un et la personne à qui on a donné quelque chose, c'est pas elle qui nous rendra quelque chose, mais c'est une troisième personne qui nous donnera quelque chose. Enfin, il y a quelque chose qui circule en fait. Le don, l'énergie circule entre tout le monde et on n'attend pas que les personnes retournent en fait le don qu'on leur a fait. Il y a quelque chose de c'est ça. Quoi. Ouais. Et c'est exactement ça en fait. Exactement, parce que je pense que dans notre société, parfois on a cette tendance à vouloir redonner à la même personne. Alors que, moi, par exemple, ça m'est arrivé de rendre des services à des gens sur le chemin, ou par exemple, à un moment, j'avais une crédentiale en trop sur moi et je me suis retrouvée dans un gîte. Et là, en Espagne, en fait, parfois, ils sont un peu rigides là-dessus. Il faut absolument que tu aies ta crédentiale. La crédentiale, c'est un passeport où, en fait, il y a des tampons des gîtes dans lesquels on va. Et je me suis retrouvée, il y avait une pèlerine à ce moment-là dans le gîte et elle avait
elle n'avait pas sa crédentiale. Donc, en fait, la personne qui tenait le gîte lui a dit, je suis désolée, on ne peut pas vous accueillir ce soir. Et elle s'est effondrée parce qu'il lui restait vachement de kilomètres à faire jusqu'au prochain gîte. Moi, j'avais une crédentiale sur moi que je n'utilisais pas à ce moment-là. Je l'avais prévue pour plus tard, en fait. Et je lui ai donné parce que c'était le moment, j'avais cette occasion de le faire, quoi, très naturellement, quoi. Et évidemment, j'étais super contente. Et après, elle a voulu me rendre en fait ce que je lui avais donné, alors que moi, je n'attendais pas du tout qu'on me rende quoi que ce soit. Et au contraire, voilà, c'est ce que tu parlais de chaîne en fait. En fait, enfin, on est tous, je pense, reliés, donc ça n'a pas d'importance finalement. Enfin, en tout cas, quand je marchais, j'ai senti que ça m'avait connecté à ça. Et du coup, je crois que on est arrivé au bout des 6 enseignements. De tes 6 enseignements, ouais. Donc, tu as traduit en partie ces enseignements dans ton film. Enfin, tu ne l'as pas traduit exactement en disant il y a 6 enseignements, mais on ressent tout ça dans ton film que j'ai vu, que j'ai adoré d'ailleurs. Enfin, vraiment, je voulais te dire, ça m'a énormément émue. Enfin, j'ai vraiment, enfin, d'ailleurs, tu vois, j'ai presque les larmes aux yeux là encore. Je te jure, c'est impressionnant. Certains témoignages, mais c'est impressionnant. Vraiment, c'est... Voilà, du coup, voilà. Je ne sais pas pourquoi ça m'émeut comme ça. Je pense que chacun parle... Il y en a beaucoup qui parlent de leur peur, de leur chemin, de ce qu'ils ont lâché, tout ça. Et donc, je pense que ça fait aussi référence à nos propres vécus, nos propres peurs. Voilà, donc je te remercie beaucoup pour ce magnifique film de témoignage de ton propre chemin et du chemin des autres aussi, à travers lequel on peut voir ces 6 enseignements. Et puis après, tu as aussi écrit un livre qui parle aussi de ton chemin. Oui. J'imagine, tu l'as évoqué un petit peu, c'est un peu différent du film. Tu racontes peut-être des choses un peu différentes, tu vas peut-être plus en profondeur, je ne sais pas. Je ne l'ai pas lu, donc... Oui, déjà merci, enfin, ça me touche vachement ton émotion. Enfin, c'est un cadeau que tu me fais en me disant ça parce que j'ai essayé de montrer cette magie du chemin et tous ces enseignements qui... En fait, c'est ce que j'ai eu envie de transmettre vraiment dans ce film. Et quand je vois que ça passe, l'énergie passe, c'est un cadeau. Enfin, vraiment, aussi pour moi, enfin, c'est énorme. Et donc oui, donc le film. Alors le film, en fait, c'est vraiment un documentaire où moi, je suis le fil rouge et je marche. Mais j'interviewe beaucoup de pèlerins en leur demandant pourquoi ils marchent et ce que le chemin leur apporte. Donc les personnes que je rencontre en chemin. Donc, dans ce film, on voit beaucoup de pèlerins, de pèlerines qui marchent et je mets vachement en avant les personnes que j'ai rencontrées. Donc, moi, on voit un peu de mon chemin. Mais dans le livre, je révèle beaucoup plus mon cheminement intérieur à moi. Et il y a énormément de choses qui sont dans le livre qui ne sont pas dans le film. Parce que le film, le parti pris, c'était de faire un 52 minutes. Au final, il fait 55 minutes. Je voulais faire un format... je voulais faire ce format-là, pas trop long. Et en fait, c'était pas évident pour moi parce qu'il y a des moments, il m'arrivait des choses. Voilà, j'avais pas ma caméra sous la main, donc j'ai retranscrit dans le film certaines choses, mais dans le livre, en fait, voilà, bon, c'est un livre qui fait 300 pages, donc il est pas non plus énorme, mais je veux dire, il y a beaucoup plus de texte dans un livre de script que dans un film, forcément. Donc c'est vraiment complémentaire. Mais en tout cas, dans le livre, voilà, je vais plus en détail dans ce chemin intérieur et aussi, je parle aussi donc de beaucoup d'anecdotes et de ce que ça m'a permis de comprendre. Et puis aussi du changement de vie, à quel point c'est difficile de changer de vie, en fait, de s'extraire d'un système pour aller dans un autre. Voilà, en tout cas, il y a des gens qui sont dans le film que tu vas retrouver dans le livre. Mais il y a des gens qui sont dans le livre qui ne sont pas dans le film. Enfin voilà, c'est vraiment complémentaire. Et c'est normal que tu ne l'aies pas lu parce qu'au moment où on enregistre cette interview, il sort. Voilà, en tout cas, la date de sortie, c'était du coup le 10 mars. Voilà. Enfin, en mars, aux éditions Erol, en librairie. Et du coup,
Ouais, j'ai hâte qu'il soit dans les mains de... Moi, j'ai hâte de le lire aussi, hein. Je me débrouillerai pour venir te voir et me le faire dédicacer. Génial, ce serait super. Parce que le but, c'est aussi de faire des projections du film et puis amener le livre avec moi. Ouais. Oui, ça sera bien complémentaire. Et donc, en parlant de complémentarité, justement, tu as donc repris tes études pendant ton chemin et après ton chemin. En fait, ça s'est passé comme Ouais. ça? Alors, Oui. ouais, en fait, quand je travaille dans le secteur bancaire, j'ai repris des études à distance, donc une licence de psychologie tout en travaillant. Je n'étais pas encore sûre d'aller au bout du processus. À ce moment-là, j'avais mon travail et le week-end, le soir, j'avais mes cours et les vacances. Donc, c'était assez intense d'ailleurs comme rythme. Et en fait, il me restait le master. Et quand je suis partie marcher, je me donnais la possibilité de continuer mon master, mais j'ai vraiment tout re-questionné, quoi, dans un moment de gros questionnement. Et j'ai décidé quand même de continuer mon master 1 et master 2, donc je suis allée au bout et j'ai eu le titre de psychologue. À ce moment-là, je faisais le montage aussi de mon film, je commençais à le projeter, j'étais prise dans cette dynamique-là. Et voilà, aujourd'hui, je propose aussi des accompagnements individuels de personnes. J'ai mis du temps en fait à trouver mon angle à moi dans ce que je voulais proposer. Par exemple, j'ai fait beaucoup de stages dans le domaine du trauma, donc des troubles, des états de stress post-traumatique. Et en fait, ça, donc je me suis retrouvée vraiment en plein là-dedans et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas... aujourd'hui, c'était pas ce que j'avais envie de... J'avais pas envie, en tout cas, de travailler à l'hôpital et que c'était... Voilà, en fait, je me suis rendu compte que j'avais envie d'accompagner. J'avais une joie immense à accompagner des personnes qui avaient, par exemple, une envie, une idée, un projet qui les appelle, mais ils n'arrivent pas à se dire, allez, je passe à l'action et je vais au bout de ce projet. Et donc là, j'accompagne quelqu'un voilà, qui a un projet vidéo. Il y a une personne qui m'a contactée aussi, là, que je vais accompagner, qui a un projet de film qu'elle a depuis des années, mais elle n'est jamais allée au bout. Et l'idée, c'est donc j'accompagne voilà, avec ma casquette psy et puis aussi une méthode de psychothérapie à laquelle je me suis formée. Et donc, j'aime bien accompagner autour d'un projet. Donc, ça va être livre, documentaire ou partir marcher aussi pour certaines personnes qui ont envie de partir marcher. Donc, c'est forcément des choses par lesquelles moi, je suis passée. Ça aussi, je m'en suis rendu compte, c'est que j'avais besoin en fait de vivre d'abord les choses et parler de choses que j'ai vécues. Après, il y a des psychologues qui sont très bons et qui accompagnent des personnes sans avoir vécu ce qu'elles ont vécu. Et bien sûr, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais dans mon cas, c'est ça qui résonne aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant de coupler tout ça aussi et puis effectivement d'avoir fait soi-même ce chemin-là et pour savoir aussi ce que la personne en face de toi est en train de vivre. Ouais, c'est ça. Eh ben, si tu veux, on va peut-être en rester là. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin ou quelque chose que tu veux partager voilà, pour terminer notre entrevue ou si tu as, je ne sais pas, peut-être on partagera aussi sur ta page les différentes dates peut-être de projection de ton film. Et éventuellement les dates de signature de ton livre aussi, je mettrai ça sur le site internet. Génial, merci beaucoup. Je te laisse le dernier mot si tu veux dire quelque chose, nous partager quelque chose. C'est une bonne question ça. Je te prends un peu comme ça au dépourvu. Bah, tu as raison, en fait, c'est ce qui a... Moi, j'aime bien préparer, mais en fait, en soi, j'aime bien aussi la spontanéité en fait, du moment. Donc, ouais, ce que j'ai envie de dire en mot de la fin, donc, ce qui est marrant, c'est que le nom de ton sommet, donc c'est chemin de liberté, marcher vers soi et les autres. Et ça ressemble énormément au nom de mon film qui est Chemin de vie, marcher vers son essentiel. J'ai vu ça. Parce qu'en fait, ton film, je ne le connaissais pas avant de te contacter, de te solliciter pour cette interview. Et donc, j'ai découvert ça. Je me suis dit, mais ça se ressemble tellement.
C'est énorme. Quand j'ai vu le nom de ton sommet, je me suis dit, ouais, c'est énorme. Et par rapport à ça, quoi, j'ai envie de dire, il y a une phrase, en fait, qui, moi, me parle beaucoup, qui dit marche sur ton propre chemin, tout le reste est égarement. C'est de Gita Malas. Ouais. Je ne sais pas si tu la connais ou pas, qui a écrit un livre qui s'appelle Dialogue avec l'ange. Et cette citation, elle me parle énormément, quoi. Moi, ce que j'ai envie de dire pour finir, finalement, c'est que le chemin de Compostelle, je le vois un peu comme un terrain de jeu. En fait, GE ou GEU, comme on veut, où on a, en fait, toutes les conditions sont là pour se connecter à soi, parce qu'il y a plein d'ingrédients, la nature, les liens aux autres, etc. Et après, c'est à nous de faire le job, évidemment, de marcher vers soi. On peut être sur le chemin de Compostelle, mais le vivre comme une parenthèse et revenir dans son quotidien qui peut-être ne nous correspond pas pleinement. En tout cas, moi, ce que je sens, et le chemin m'a invité à ça, et la période actuelle aussi m'invite à ça, en ce moment, c'est de me demander régulièrement si je marche sur mon chemin ou le chemin d'une autre personne. Et me demander, en fait, c'est quoi ce que je porte, en fait, dans mon cœur et que j'ai envie d'apporter. Parce qu'au final, je pense qu'on a tous, en fait, en nous, une zone de génie et quelque chose d'unique à apporter. On est tous très différents, finalement. Et sur le chemin de Compostelle, on marche tous dans la même direction, mais le chemin emprunté, il est très différent. Et en fait, moi, c'est ça aujourd'hui qui me tient à cœur, en fait, c'est d'accompagner des personnes et en tout cas de transmettre aussi ça, qui est de suivre son chemin à soi, qui est forcément unique, et de s'autoriser, en fait, à aller vers soi. Et souvent, l'obstacle qui fait qu'on ne va pas vers soi, c'est toujours pareil, hein, c'est les peurs qu'on peut avoir sur le chemin, qui sont un peu les embûches. Et en tout cas, je pense qu'un des ingrédients qui peut nous aider à chaque fois, c'est toujours d'identifier ces peurs et de plonger dedans et de les voir en face et de les questionner et de se souvenir que si on est là, ici, c'est pas par hasard. Et de faire confiance qu'il y a autre chose qui nous attend derrière. Voilà. C'est un message de confiance Et en la vie. regarder Voilà, ses peurs et faire confiance. C'est ça. Merci beaucoup, Pauline, pour ce magnifique partage de ton propre chemin. Et je pense que ça va inspirer énormément de monde à travers cette interview, à travers ton film, à travers ton livre et à travers les accompagnements que tu peux faire. Donc, je te remercie beaucoup et puis je te dis peut-être à une prochaine fois. Avec plaisir, en tout cas. Merci beaucoup, Hélène. Merci.